Nous sommes de retour sur le plateau de Casadoc. Après ces témoignages forts, une question s'impose. Pourquoi tant de jeunes Guyanais se laissent-ils tenter par ce risque? Est-ce un choix économique, un appel au gain facile ou le signe d'un profond désespoir social? Nous allons tenter de le savoir avec nos invités. Je vous le rappelle, maître Christine Charlot et Franck William. Tout d'abord avec vous, Franck William. Je le rappelle, vous êtes directeur de l'Agence guyanaise d'ingénierie sociale. Une petite présentation peut-être très rapide de cette agence. Alors cette agence est une agence assez jeune qui a été créée en 2024, Oui. qui vise à accompagner le développement des associations guyanaises par le bien de l'accompagnement au projet, ou de la recherche, ou de la formation. Alors, votre rapport d'enquête apporte un éclairage précis sur le profil des transporteurs. Avant d'en parler, deux mots également sur ce rapport très intéressant, je dois le dire. Alors c'est un rapport qui a été fait à l'aéroport. C'était une opportunité et c'est vrai que c'est un travail collaboratif avec l'État qui a permis de pouvoir justement enquêter au plus près des personnes justement qui étaient Visé par... Oui, excusez-moi, qui étaient visées, mais qui étaient sous le joug justement d'une interdiction de... D'embarquement. Un refus d'embarquement. Merci, pardon, Ouais. un refus d'embarquement. Oui. Donc, ce rapport porte essentiellement sur cela. Alors, justement, qui sont-ils, ces transporteurs? D'où viennent-ils? Quelles motivations reviennent le plus souvent? Alors, les motivations, je pense que quand même, déjà à la base, il y a quand même l'appât du gain aussi, qui est aussi une motivation assez importante. Après, il y en a deux autres aussi qui reviennent, c'est celle d'aider un proche aussi, et aussi un peu des choses qui sont de l'ordre du récréatif. C'est acheter des choses, se faire plaisir. Se faire plaisir. Alors, votre étude aussi parle d'une économie de survie, donc vous l'avez évoqué, et d'une forme de banalisation du trafic. Qu'est-ce que cela révèle de la société guyanaise, selon vous? Mais déjà, il y a aussi l'évolution des besoins. Je vais parler de ce que j'appelle un peu l'effet iPhone, où aujourd'hui, c'est vrai que la jeunesse a de plus en plus envie d'avoir des choses, de belles choses très rapidement aussi. Et c'est vrai que avec tout ce qui est aussi montré à cette jeunesse-là, il y a des raccourcis qui se créent. Après, ensuite, c'est vrai que suivant l'endroit où on se pose, on se rend compte qu'il y a des publics un peu différents. Ouais. C'est vrai qu'on ne peut pas parler de transporteurs de drogue sans se concentrer aussi sur Saint-Laurent, où on a des personnes qui sont en forte précarité, en forte difficulté financière, qui vont justement faire le pas de traverser le Suriname pour pouvoir aller à la rencontre aussi des trafiquants. Ouais. La précarité, maître, je pense qu'on va l'entendre à plusieurs reprises durant ce spécial consacré à ce phénomène de mule. Une réaction par rapport à justement ces premiers éléments de l'enquête que vous venez d'entendre? Oui, c'est une réalité qu'on constate aussi devant les tribunaux, devant les juridictions de Guyane, mais également, comme on l'a vu dans le documentaire aussi, devant les juridictions de Bobigny ou de Créteil, en fonction du lieu d'arrivée des mules sur l'Hexagone. Mais c'est vrai que... Il faut quand même garder à l'esprit, et c'est très important dans le message de prévention, le fait de parler de ce phénomène, qu'effectivement, on n'a pas... en premier lieu, on avait plutôt la vulnérabilité, mais en fait, ça peut toucher tous les milieux. Et c'est important vraiment d'en être conscient. Que même si son enfant, son jeune a tout ce qu'il faut, eh bien, il n'est pas épargné, il n'est pas forcément protégé de fait, parce qu'il est dans un milieu privilégié du phénomène. Donc c'est important d'être vigilant. Voilà, il n'y a pas que les milieux précaires, les gens issus de ce milieu-là. Donc, alors peut-être que, vous l'avez dit, vous les voyez ensuite devant les tribunaux, peut-être que vous en défendez certains. Qu'est-ce qui revient dans leur récit? La naïveté, la contrainte ou évidemment la précarité, ça c'est d'office, mais qu'est-ce qui revient le plus? Alors, ce qui revient le plus et ce qui est quand même assez effrayant ces dernières années, je dirais, c'est finalement l'absence de conscience du risque. Ah oui. C'est-à-dire que sur des jeunes 18-25 ans, on a finalement des jeunes qui, à aucun moment, ne pensent à l'arrestation. À aucun moment ne pense au danger pour sa vie de transporter incorporé du stupéfiant, de la cocaïne en l'occurrence.
Donc c'est quand même assez déroutant. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il ne, comment dirais-je, il ne mesure vraiment pas les conséquences. Non, alors ça fait partie. Alors il faut savoir que ça fait partie aussi de la manipulation de ceux qui les embauchent, hein, finalement de les rassurer, de leur dire que leur profil finalement d'étudiant ou de nationalité française ou de mère avec un enfant, quel que soit un petit peu, parce qu'au finalement on a tous les profils. Et donc il y a ce côté très rassurant de la part du trafiquant qui embauche en disant voilà, pas de difficulté, il n'y a pas de risque, si tu es jeune de toute façon tu n'iras pas longtemps en prison. Ah oui. Donc finalement, et il y a aussi le fait, parce que moi pour tout vous dire, moi j'ai eu un jeune qui m'a dit très clairement n'avoir à aucun moment, au moment de justement de cette période où il transporte, enfin il incorpore, etc. et il arrive à l'aéroport, et à aucun moment il s'est dit je risque d'être arrêté. Et finalement je lui dis mais comment c'est possible? Et il me répond, et je réfléchis et je lui dis mais en fait c'est parce que vous avez certainement vu trop de personnes qui sont passées. Eh oui. Voilà, c'est que aussi l'environnement de ces jeunes fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent. 10 000 chaque année, et donc ils retiennent plus ceux qui passent que ceux qui sont arrêtés. Alors j'aimerais justement, ceci m'amène à vous demander quelle est selon vous aujourd'hui l'ampleur de ce phénomène en Guyane. Est-ce que vous le mesurez peut-être, vous d'abord, William Frank, à travers votre enquête? Est-ce que ça se mesure aujourd'hui? On parle des chiffres, mais voilà. Alors, c'est difficilement mesurable, mais après, on se rend compte quand même que c'est en pleine expansion. Il n'y a pas seulement l'ampleur, mais il y a aussi le fait que les recruteurs qui étaient à la base des inconnus deviennent des proches. Ils sont aussi un peu facilitateurs de ce recrutement. Là, on se rend compte que justement, ça a transcendé un peu tout ce qui était les barrières sociales et autres, au final, puisque on a justement des personnes qui ont réussi à passer et qui vont exhiber un peu tout leur signes de réussite et autres, en fait, qui finalement donnent envie. Et cette envie, finalement, elle s'est un peu généralisée. On a aussi des personnes qui sont justement, qui par cet acte-là, sont une sorte de chute sociale, au final, puisque ça occasionne des pertes d'emploi, etc., etc. Et comme disait madame aussi, le danger, c'est que il y a de moins en moins de peur, au final. Parce qu'on se dit, mais tiens, mais je vais passer, si je suis passé une première fois, je vais recommencer. Et c'est vrai que lors de l'enquête, on s'est rendu compte que finalement, les personnes enquêtées pouvaient dire que la case prison était ce passage-là permettait de pouvoir avoir une prise de conscience. D'accord. Vous allez dans ce sens-là, Maître? Oui, c'est vrai, pour aller dans ce sens totalement, c'est que très récemment, d'ailleurs, j'ai pu intervenir au centre pénitentiaire lors de débats contradictoires, lorsque les détenus et les condamnés font des demandes d'aménagement de peine, et sur beaucoup de dossiers, finalement, il y avait la plupart des dossiers de mules en récidive et des jeunes, c'est-à-dire que des jeunes qui ont fait 1, 2, 3 transports, et finalement on leur dit mais pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté? Qu'est-ce qui fait? Alors il y a plusieurs facteurs, parce qu'il y a le facteur de la contrainte, effectivement, qui revient par rapport à la récidive, parce qu'on dit donc tu nous as fait échouer un premier transport, donc on revient un peu mettre un coup de pression en disant là faut faire le transport entre guillemets, c'est gratuit, mais c'est parce que c'est en remboursement finalement du premier transport. C'est être pris dans un engrenage, quoi, de toute façon. Absolument. Ou aussi le fait de dire je retente ma chance parce que à nouveau je suis en difficulté ou j'ai besoin d'argent pour X ou Y raison, par besoin ou par plaisir, mais effectivement il y a quand même une récidive qui est extrêmement importante. Alors est-ce qu'on peut dire justement par rapport à ces éléments, est-ce que ça traduit une crise de perspective profonde, on va dire, dans notre société, dans la société guyanaise?
Nécessairement, c'est la question qu'on s'est posée effectivement au barreau et dans le cadre de réflexion pour organiser justement des campagnes de prévention, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qui amène finalement le jeune. Alors c'est vrai qu'il y a ce besoin, comme disait monsieur, de finalement d'accéder au matériel très vite lorsqu'on est jeune. C'est pour ça que tous les milieux sont touchés. Il y a aussi le fait qu'il y a une banalisation qui, vous le disiez, ce qui paraît aussi dans le rapport, mais c'est très important parce que finalement, et c'est pour ça qu'on a voulu rentrer dans cette prévention, c'est parce que les jeunes entendent plus le fait de réussir à passer et à faire la mule que de condamner ce phénomène. Et c'est vrai que là, c'est important d'enrayer aussi ce phénomène en instaurant aussi, en ancrant d'autres valeurs chez les jeunes, parce que finalement on s'aperçoit, et peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais on s'aperçoit que dans ce qu'ils voient dans leur quotidien, eh bien, ils sont baignés dedans. Et donc, c'est important. Et donc, même par rapport aux messages qui ont été faits par les capsules qui ont été faites par la préfecture. On en parlera tout à l'heure, effectivement. Voilà, je pense que c'est important que la société, les pouvoirs publics, finalement, enrayent aussi ce phénomène de banalisation. Et vous l'abordez très bien dans votre rapport. Et on y arrivera de toute façon. Alors, comprendre les causes, on vient de le faire un petit peu. Alors, c'est essentiel, c'est vrai. Mais comment agir? Depuis plusieurs années, effectivement, des dispositifs existent, prévention, accompagnement, réinsertion même, ou le volet répression, ne l'oublions pas. Pourtant, les chiffres restent élevés. Alors, Madame la bâtonnière, quel est votre regard sur, et votre analyse sur ces différents dispositifs et autres actions mises en place face à ce phénomène qui gangrène effectivement le territoire ? Alors, sur les dispositifs, il y a plusieurs dispositifs. Donc, c'est vrai qu'on a vu une évolution pour parler de la répression pénale, puisque le trafic de stupéfiants, c'est une infraction qui encourt quand même 10 ans d'emprisonnement. Donc, c'est un délit qui est considéré quand même très sérieusement, ce qu'oublie parfois... On ne parle pas l'amende, sans compter l'amende. Oui, sans compter effectivement l'amende douanière, qui est conséquente et qui aussi peut aussi générer des actes de récidive derrière. Mais donc, en termes de répression, on a eu plusieurs politiques qui ont été mises en œuvre pour essayer d'enrayer un petit peu le phénomène, puisqu'il y avait une répression assez sévère. Ensuite... L'engorgement au centre pénitentiaire a fait qu'on a un petit peu, et puis en prenant en compte la vulnérabilité d'un certain nombre de profils, notamment des femmes, on a été un peu plus souple, un peu moins rigide. On a même eu des seuils de quantité pour lesquels on n'avait finalement pas d'incarcération il y a à peu près une ou 2 années. Il y a maintenant le dispositif aussi 100% contrôle. 100% contrôle, oui. Votre avis là-dessus ? Qui est mis en place à l'aéroport. Alors, mon avis, c'est que c'est un dispositif qui essaye de filtrer très clairement et avec une certaine efficacité les personnes qui veulent transporter, puisqu'il y a finalement aussi un fichage, une sorte de fichage, entre guillemets, sur les personnes qui voyagent avec un certain profil. Néanmoins, mon regard, c'est qu'il faut être extrêmement prudent aussi sur ce dispositif qui peut poser question sur aussi la liberté d'aller et venir. Et évidemment. Sur aussi, est-ce que le 100% contrôle est un 100% contrôle de certaines personnes ou pas, puisque c'est aussi la question parfois certains politiques que j'ai pu moi-même me poser en voyageant. Sujet, voilà. Donc c'est vrai que il peut être compris évidemment par l'ensemble de la population guyanaise, mais juridiquement et sur les libertés fondamentales, c'est quand même un dispositif qui aussi pose question, et très régulièrement, il faut le dire, devant la juridiction de Cayenne, le tribunal correctionnel, puisqu'il y a aussi régulièrement des nullités qui sont prononcées de procédures liées très clairement à ce dispositif. C'est intéressant effectivement d'avoir votre analyse sur ce sujet. On a vu donc ce dispositif plus penché sur la répression. William Frank, dans votre rapport, vous soulignez que beaucoup d'acteurs ignorent la dimension sociale du phénomène et qu'il existe
une faible coordination entre les intervenants. Alors, quels sont justement ces éléments qui traduisent ce constat et comment améliorer cela? Comment y remédier? Déjà, il faut savoir que les trafiquants arrivent à s'adapter assez rapidement aussi. C'est assez difficile pour les forces de l'ordre et même pour les associations de pouvoir être réactifs par rapport à cela. Il y a beaucoup d'actions que Madame a citées qui finalement ont pu être détournées au final. Comme par exemple le bracelet qui finalement pouvait être aussi faire partie de la propagande justement en disant oui mais finalement si tu es primo-délinquant tu ne seras pas incarcéré et donc tu pourras passer avec le bracelet et ainsi de suite. C'est vrai qu'au final, on se rend compte qu'on est aussi assez pauvre aussi sur le sujet concernant la recherche. Aussi comprendre le phénomène et aussi pouvoir s'adapter à l'évolution. Aujourd'hui, on est sur quasiment 3 générations. Au final, 2 personnes qui font le transport. Et quelque part, c'est même plus une transmission. Ça peut être aussi, dans certaines familles, un héritage aussi, carrément, qui est particulièrement aujourd'hui inquiétant. Alors c'est vrai que sur le territoire, il y a une énorme volonté d'agir alors à la répression, puisque j'ai pu aussi assister au 100% contrôle aussi et voir aussi son certaine efficacité, puisque j'ai dû prolonger l'enquête de plusieurs mois parce que les avions finalement partaient quasiment vides aussi, donc finalement on a pu arriver à le voir. Après sur la dimension aussi sociale, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on a pu arriver à se rendre compte qu'il y avait une organisation autour du voyage à l'aéroport au final, avec tout ce qui était taxico, etc., tout ce qui était organisé. Au final, une personne aujourd'hui en Guyane peut être approchée aujourd'hui et partir même ce soir au final. Ce qui fait que être prise dans des dispositifs où tout au final est organisé. Et c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir intervenir à ce moment-là. On a des grosses sommes au final, on a aussi, et puis aussi le profil aussi des personnes qui font le transport, sont totalement différents aussi des autres finalement commerçants aussi. Puisque on va dire, si on regarde quelqu'un qui va vendre dans les quartiers de la drogue au final, il va avoir des codes, il va se mettre toujours au même endroit, etc. C'est une organisation bien huilée. On pourra l'identifier, alors que finalement les transporteurs de drogue, on va chercher des personnes qui sont justement de moins en moins reconnaissables au final. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça devient aussi très inquiétant et difficilement alors selon vous, est-ce que donc la prévention devrait-elle être repensée peut-être à partir du terrain et des réalités locales? Totalement. Alors, pas forcément repenser, mais effectivement, il faudrait qu'il y ait une meilleure coordination. Pourquoi ? Parce que sans remettre en question tout ce qui est service de répression, qui est aussi efficace, on peut comprendre aussi la peur des personnes de pouvoir justement aller vers ces services-là pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est là où tout ce qui va être prévention va devoir se coordonner. En Guyane, le souci que l'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui sont nées au final, qui ont cette volonté de pouvoir justement accompagner les familles et les personnes, mais malheureusement il y a un manque de moyens ou sinon un manque aussi de formation aussi. Alors du côté judiciaire, Maître Charlot, est-ce qu'on prend en compte justement cette complexité sociale où on est vraiment dans une logique peut-être purement répressive? Alors, il y a le principe en droit pénal de l'individualisation de la peine. Donc, le juge est normalement, bien évidemment, tenu de prendre en considération la personnalité, le parcours de celui qui est jugé, celui ou celle qui est jugé, donc en fonction de son origine sociale. Donc, bien évidemment, quelqu'un qui est dans une situation extrêmement précaire ne sera pas jugé de la même façon que quelqu'un qui finalement avait un petit peu tous les outils dans les mains et qui passe quand même à l'acte. Donc c'est pris en compte, on peut le dire. Donc c'est quand même pris en compte dans la sanction. Donc après, il y a évidemment aussi toujours la quantité qui est prise en compte. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que, et je voyais cette jeune femme qui est incarcérée, je crois que c'est à Fresnes. Donc, et ce qu'on oublie parfois et ce que les jeunes ne savent pas, c'est que effectivement ils peuvent être non seulement arrêtés en Guyane, donc là on va dire c'est plus entre guillemets plus facile et d'ailleurs avec des décisions qui sont un petit peu moins sévères, mais ils peuvent aussi être arrêtés
en arrivant sur l'Hexagone, à Paris, ouais. sur l'Hexagone. Et là, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il y a une séparation totale, directe et très brutale avec la Guyane et tout ce que ça implique, c'est-à-dire la famille. Vous voulez dire que sur le plan judiciaire, c'est totalement différent, en tout cas. Au niveau de la répression, c'est souvent différent. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de quantité, il faut le savoir, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire parce qu'en termes de quantité, finalement, on va dire, je ne veux pas parler de quantité parce que je ne veux pas qu'on fasse des barèmes et c'est pas forcément le bon message, mais on va dire que forcément à Cayenne, on est sur parfois 7-8 dossiers donc des nombres assez importants de dossiers, donc effectivement on va pas être sur des échelles de peine assez importantes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des peines qui soient 2 fois plus importantes sur la même quantité en hexagone. Et donc avec une difficulté, bien évidemment, une remise en liberté ou un placement sous contrôle judiciaire qui est beaucoup plus difficile parce qu'évidemment on n'a pas de famille, on n'a pas d'hébergement à proposer, donc il y a une incarcération qui sera nécessairement plus longue. Donc et alors c'est vrai que dans le documentaire c'est assez effrayant parce qu'on a même des noms de quartiers de la prison, je crois que c'est le couloir de Saint-Laurent. Enfin, il crée de nouveau. Oui, voilà. Donc ça montre à quel point aussi c'est possible de se faire aussi arrêter en hexagone, même si on arrive à passer le cap du passage. Et donc c'est vrai que c'est quand même important de montrer ce qui existe. Bon, il y a aussi cette question du scanner aussi à l'aéroport, qui a été une question très longtemps débattue, actée, et finalement on se retrouve avec une impossibilité de l'utiliser parce qu'on n'a pas d'échographiste. Voilà. Exactement. Oui. Donc c'est aussi des chemins qui... alors, comment l'expliquer ? Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais c'est... Nous avions invité un représentant de la préfecture, effectivement, voilà, mais c'est aussi... c'est vrai que c'est important de le mettre... Il être présent, mais voilà... Voilà, mais c'est vrai que de dire... alors, c'est souvent, on a un problème de recrutement dans tous les secteurs en Guyane, donc ça, c'est aussi un autre sujet, tout à fait, on va dire. Débat, oui. Mais ça doit être peut-être aussi dans les priorités de se dire que voilà, le scanner qui a vraiment fait débat pendant peut-être 5-6 ans, où vraiment c'était une revendication très importante en disant que ça allait être la solution pour filtrer. Et donc il est là, mais il ne peut pas être utilisé. C'est quand même... effectivement, c'était bien de le souligner. Alors la prévention, on peut le dire que c'est un des piliers pour lutter contre ce phénomène. En mars dernier, justement, la préfecture de Guyane et l'ordre des avocats que vous représentez ont lancé une belle campagne de communication contre le trafic de stupéfiants. Mule, on peut dire non, mais il y avait aussi, alors c'était une quinzaine de spots qui mettent en scène d'anciennes mules, des représentants du personnel médical ou du monde du judiciaire. Et il y a également l'opération Bouclier anti-mule. Je vous propose justement de voir un de ces spots et on en parle juste après. J'avais pas le droit de mettre les pieds à l'aéroport Paris-Orly et je devrais payer 30 000 € d'amende. Si c'était à refaire, je le referais pas. J'étais militaire en France, j'étais engagé. Ça faisait 4 ans que j'étais là-bas. J'étais très bien dans l'armée. Et du coup, j'étais venu en Guyane pour voir mon fils pour 1 mois. Du coup, c'était la Charbonnière. Il y avait une espèce de boîte de clandestin. Et je savais pas que c'était dangereux là-bas. Du coup, en soirée, on était là-bas. Il y a un ancien ami que je connaissais. Il m'a dit, tu fais quoi, etc. Du coup, on en a parlé et tout. Il m'a dit, je fais la mule, ça emporte beaucoup. Il me disait que c'était 6 cas. Mais je lui ai dit, pour 6 cas, je partirai pas. S'il n'y a pas 12 cas, après 3 jours, on est parti sur une arbre rencontrer le mec. Il était d'accord pour les 12 cas. J'avais avalé des ovules. Un espèce de caleçon sur moi aussi. J'étais presque passé parce que en vrai, j'étais déjà dehors. Je suis parti. Et c'était un douanier qui était devant. Il est venu me voir. Il m'a dit, monsieur, il faut qu'on vous contrôle. Ils ont fait une palpation. C'est là qu'ils ont constaté que j'avais un caleçon avec de la drogue. Ils m'ont menotté. Je leur ai expliqué que ça vient de Suriname. La drogue, elle ne m'appartient pas. Et tout de suite après, on m'a emmené à l'hôpital pour que je puisse retirer les ovules que j'avais.
3 jours après, j'ai été en prison, quoi, on va dire. J'ai été jugé 18 mois de prison, dont il y avait 3 mois de sursis. Là-bas, j'ai purgé ma peine en métropole. Ma vie a basculé. J'avais pas la même vie qu'avant. Je voyais plus mes enfants comme avant. À cause de ça, j'étais en couple. Je suis devenu célibataire le jour au lendemain. Mes enfants me manquaient et tout. Je pouvais pas les voir. Je devrais aller en prison. J'étais interdit pendant 3 ans. J'avais pas le droit de mettre les pieds à l'aéroport Paris-Orly et je devrais payer 30 000 € d'amende. Si c'était à refaire, je le referais pas. C'est pas un truc à faire. Quand c'est là, quoi. C'est là qu'on réfléchit et qu'est-ce que j'ai fait de la Pourtant, c'est trop tard. Donc, je conseille tous les jeunes d'aujourd'hui de ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà un de ces spots dans le cadre de cette campagne de communication. Alors, l'Ordre des avocats de Guyane est donc, on peut le dire, à l'initiative de cette campagne, une approche participative, on l'a vu, qui pose une vraie question. Comment parler efficacement aux jeunes? En quoi consistent effectivement ces actions et quel est l'objectif recherché, Maître? Alors, l'objectif recherché, c'est vrai qu'on avait fait un constat au niveau de l'ordre, et notamment avec l'un de mes confrères qui est membre du Conseil de l'ordre, Maître Jérémy Stanislas, du fait que finalement il y avait une recrudescence au niveau de la jeunesse. Donc on a toujours bien évidemment eu des dossiers de stupéfiants, mais qu'il y avait vraiment une inquiétude au niveau de la jeunesse, un petit peu, soit les jeunes majeurs et même un petit peu avant, et donc d'essayer justement d'enrayer le phénomène, parce que c'était de plus en plus fréquent et encore une fois, tous les milieux. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, on a réfléchi sur différentes... comment justement travailler sur la prévention. Donc, dans un premier temps, on a rencontré... beaucoup de partenaires institutionnels pour justement avoir une vision un petit peu plus globale, qui nous sortent aussi de notre champ de vision d'avocat, en particulier avocat de la défense, et aussi en réfléchissant, en disant, voilà, on voudrait adresser, toucher les jeunes, de la meilleure façon. Donc, dans un premier temps, on a fait notamment diffuser, grâce à Radio Pays, un message, un spot publicitaire au moment des départs en vacances et des grandes vacances. Voilà. Donc, avec un message en disant, pour alerter plutôt les parents, en disant, attention, si vous voyez votre jeune qui a quelques signaux d'alerte, je prends une valise, je pars 3 jours, je reviens dans 3 jours, etc. Et de se dire et d'essayer d'alerter justement à ce niveau-là. Et ensuite, voilà, petit à petit, en réfléchissant donc sur ces capsules avec justement plein de profils différents, notamment les professionnels, les mules qui ont été condamnés, qui sont incarcérés, qui témoignent, donc sont des messages qui forts, témoignent, les éducateurs aussi sûr, qui témoignent, il y a un magistrat aussi. Vous avez aussi. eu des retours de ces spots, de cette campagne, quels sont les de retours citoyens, alors sachant que ces spots sont passés au niveau des cinémas pendant un mois. Et surtout les réseaux sociaux également. Donc c'est vrai que un bon retour. un bon retour, et surtout sur le témoignage d'anciennes mules, c'est ça. qui marque puisqu'il y a différents profils qui sont très intéressants. Résultat très et positif, voilà. Et après, on a voulu aussi travailler sur les plus jeunes, puisque justement, on s'est dit, toujours dans ce souci d'enrayer cette banalisation, d'essayer de sensibiliser très tôt, et donc alors, non pas au niveau du lycée, mais au niveau du collège. À ce propos, ça me permet de parler de l'autre volet de cette campagne de communication très intéressante, bouclier anti-mule. Et là, ça s'adressait à un public beaucoup plus jeune, des collégiens. À peu près 5 établissements ont participé à ce concours. En fait, c'était un concours de dessin et également de vidéos. Nous allons voir quelques images de ces dessins. Pourquoi cette implication directe des avocats dans cette action? Est-ce que ça veut dire que la parole judiciaire peut aussi avoir un impact en s'impliquant directement pour faire passer des messages? Oui, c'est notre volonté aussi de dire...
le fait d'être avocat, de défendre aussi des personnes qui sont poursuivies pour du trafic de stupéfiants ne veut pas dire, qu'on cautionne ce trafic et qu'on s'intéresse aussi en tant que finalement citoyen et auxiliaire de justice. On s'est dit qu'on avait peut-être aussi notre pierre à apporter à l'édifice de la prévention et que finalement ça permet aussi d'avoir peut-être une parole autre parce que on n'a pas forcément la même parole qu'un gendarme, qu'un policier, qu'un juge, et de dire voilà, même si aussi on est aux côtés de ceux qu'on défend, et de dire qu'on s'inquiète quand même. Le fait de défendre des jeunes, ça nous préoccupe quand même de se dire ils passent à l'acte et c'est je voudrais pour conclure rappeler le résultat de ce concours pour féliciter ces jeunes. C'était au mois de juin dernier pour le palmarès concours bouclier anti-mule. Le premier prix est revenu à Arsène Bouillet d'Angoma de Saint-Laurent-du-Maroni, Hortense Contour en deuxième position. Et pour le concours des affiches, le premier prix a été enlevé par Oxers Contour, Pierre Hartinet de Regina en deuxième position, et puis le collège Nonan en troisième position. Ce sera renouvelé ? Oui, je l'espère. En tout cas, je remercie le rectorat parce que c'est vrai que c'est une première édition et qui a quand même bien marché avec 5 collèges de Guyane en espérant qu'on puisse renouveler l'édition l'année prochaine. Je voulais remercier aussi Marvin Yamb, qui est un réalisateur célèbre guyanais qui s'est engagé aussi pour le premier prix à aider ces jeunes réalisateurs qui ont vraiment fait un travail exemplaire pour faire un petit peu un court-métrage qui puisse être diffusé de manière plus large et donc de les aider aussi dans cette fibre artistique cinématographique. Absolument. Je voudrais vous entendre, Franck William, sur ce volet de la prévention. D'ailleurs, puisque dans votre rapport, vous évoquez la distance symbolique et culturelle entre jeunes et acteurs de prévention de cette campagne. Ça réduit le fossé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et comment analysez-vous ça dans votre rapport ? Alors, dans le rapport, déjà, je trouve que c'est une très belle démarche, ce qu'ils ont fait. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi s'adapter à la jeunesse et à leur support d'échange et de médiation. C'est vrai on parle de l'incarcération, qui finalement, en suivant les enquêtes, et je me rends compte que c'est peut-être même la meilleure voie, puisqu'on a aussi des risques de mort, alors pas seulement par ingestion. Bien sûr. Aussi, il faut savoir que dès le moment où quelqu'un se fait arrêter, j'ai eu plusieurs témoignages qui disent que les trafiquants vont rencontrer la famille, puisque finalement, on a tous ces drogues-là qui a disparu au final, et vont peut-être menacer, kidnapper aussi. C'est aussi une problématique qui est aussi genrée, puisque les jeunes filles qui partent, au final, qui partent sans le dire à personne, peuvent aussi être parfois même violées et autres, et finalement ne pourront pas porter plainte, puisque justement, elles faisaient du transport de drogue. Donc c'est vrai qu'au final, c'est avec des outils comme ça aussi qu'on pourra... voilà, justement. Donc la prévention, effectivement, un volet très important. On arrive pratiquement à la dernière partie de cette émission, une dernière partie où l'on va se pencher sur comment prévenir et construire justement, et dans quelle perspective. Le constat est clair, effectivement, l'avenir reste à écrire. Comment passer d'une prévention ponctuelle à une pratique durable de reconstruction sociale. Dans votre rapport, justement, vous gardez la parole, vous soulignez la nécessité d'un tiers médiateur entre institutions et jeunes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement et comment cela peut se matérialiser en Guyane ? Très brièvement. Déjà, il faudrait qu'ils puissent justement avoir un maillage justement des institutions et un travail collaboratif. Alors très concrètement, on sait que les services de l'État peuvent faire peur à la jeunesse au final. Aujourd'hui, si un jeune sur le chemin de l'aéroport refuse et regrette et a envie de s'arrêter, je ne sais pas vers qui il peut aujourd'hui se retourner au final. Est-ce qu'il pourra dire aux policiers de l'aéroport, excusez-moi, je regrette, je veux repartir chez moi?
pas forcément. Donc c'est l'intérêt aussi de pouvoir mettre à disposition des personnes qui pourront aussi les écouter et leur permettre de pouvoir, même avant d'arriver à la porte d'embarquement, pouvoir faire marche arrière. Donc c'est un autre maillon qu'il faut créer. La justice peut jouer ce rôle très brièvement. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui est très importante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait pensé aussi à la création d'un numéro vert spécifique. Ouais. Pour à la fois les jeunes et pourquoi pas les familles, parce que parfois c'est aussi finalement un dilemme très important et très cornélien de se dire est-ce que je dénonce mon enfant ou parce que c'est pour sa sécurité. Oui, très cornélien, effectivement. Et donc effectivement, dans ce cas-là, c'est pour savoir comment il faut faire. Donc c'est vrai que la justice, elle arrive dans un second temps. Donc je vais vous dire, en tant qu'avocat, on peut protéger en saisissant le procureur, en disant voilà, on peut faire des démarches en essayant de protéger le jeune qui fait marche arrière, comme pour saisir un petit peu le parquet pour que la contrainte soit acceptée. On peut l'entendre vraiment. Ils peuvent être protégés, oui, ça vous le confirmez, oui, ça. Alors ils peuvent être protégés, c'est-à-dire que quand je parle de protection, c'est pas une protection physique, c'est une protection dans le sens où ça pourra être pris en considération du fait qu'on a prévenu en amont qu'il y a une difficulté, qu'il y a éventuellement une contrainte, qu'il y a une volonté de faire marche arrière, pour qu'ensuite, effectivement, il y ait une clémence. Mais on marche quand même sur des œufs, mais effectivement, sur un tiers qui soit pas forcément la justice, mais qui soit un intermédiaire pour dire, pour donner une meilleure écoute par rapport à une situation de détresse, ça peut être aussi un outil très important. Alors, une dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette émission, que j'adresse à vous deux. Quel levier qui reste à mobiliser pour éviter effectivement que cette spirale du trafic se perpétue? Est-ce qu'il y a encore des leviers que l'on peut activer? D'abord vous, Franck William, et ensuite Maître Charlot. Déjà, continuer la formation, aussi, informer les parents, continuer au final, parce que c'est vrai que concernant ce phénomène, on pense toujours que ça va être quelqu'un d'autre. Effectivement, ça peut être un enfant, un neveu ou autre. Donc déjà, on a dit justement de la vigilance aussi, et vraiment être dans du matraquage médiatique. On en parle sur Guyane la Première et dans Casadoc. Maître? Oui, eh bien, en tant que levier, alors c'est vrai qu'on reste sur une continuité, mais un exemple, c'est de mettre au même plan, il y a eu une campagne nationale, par exemple, pour lutter contre le harcèlement scolaire. Eh bien, en Guyane, on pourrait aussi mettre en priorité, au niveau, en tout cas, de l'éducation, de lutter contre le phénomène de mule et de l'intégrer au même titre que finalement de lutte contre le harcèlement, parce qu'il y a autant de ravages, autant de dégâts sur la jeunesse guyanaise. Merci infiniment à nos invités, Maître Christine Charlot et William Franck. Merci à vous. Merci pour vos éclairages. Merci à vous ce soir, nous avons compris que prévenir le phénomène de mule, c'est bien plus que lutter contre la drogue, c'est bien reconstruire le lien social, redonner confiance également et offrir des alternatives, me semble-t-il, réelles à la jeunesse guyanaise. En tout cas, on l'a bien ressenti à travers vos propos. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce Casadoc. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Guyane la Première. Merci, bonsoir, à la semaine prochaine.